Alors, notre domaine de recherche à nous deux, c'est l'intelligence artificielle. Et dans mon cas, c'est plus spécifiquement la représentation des connaissances. Et dans ce sous-domaine, on suppose qu'un agent intelligent, il doit avoir une base de connaissances et que cette base de connaissances contient des propositions, logiques ou non. Ça inclut à la fois l'amont et l'aval de la représentation. D'une part, il faut acquérir les connaissances et d'autre part, il faut raisonner avec ces connaissances. Par exemple, si on a un robot intelligent qui interagit avec des humains, il doit être capable que si l'humain qu'il est censé aider, il a soif, alors il faut qu'il puisse lui servir un verre d'eau, si l'eau est disponible. Donc mon domaine de recherche à moi, c'est l'apprentissage artificiel qui est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Donc mon approche est complémentaire à celle d'Andrea, puisque je cherche à construire mon modèle à partir des données, mais sans connaissance a priori. Donc mon modèle a plusieurs milliers de paramètres, voire plusieurs millions ou même des milliards de paramètres pour certains réseaux de neurones, et je cherche à déterminer automatiquement quelle valeur donner à ces paramètres afin de reproduire un comportement que j'ai observé plusieurs fois. Donc je vais être capable de simuler efficacement ce comportement. Par contre, c'est difficile pour moi de comprendre le raisonnement qui va s'appliquer, que le modèle va appliquer. Donc par exemple, pour apprendre à un robot à détecter un verre d'eau sur une image, je vais lui montrer des milliers d'images avec et sans verre d'eau. Je vais être capable d'évaluer les performances de mon modèle en comptant par exemple le nombre de fois où il a détecté correctement le verre d'eau. Par contre, comme je disais tout à l'heure, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui, dans l'image, permet de prendre la décision qu'il y a un verre d'eau ou pas. Alors, dans mon sous-domaine, les recherches se focalisaient beaucoup sur l'aspect représentation des connaissances et comment raisonner avec. Par exemple, on suppose que les connaissances du robot ont déjà été acquises, que boire l'eau étanche la soif, que boire de l'acide non, comment lever un verre, comment se déplacer vers l'humain, etc. On suppose tout ça acquis et que c'est représenté sous forme de propositions logiques. Et on cherche alors à inférer un plan d'action qui nous amène de l'état actuel jusqu'au but. Et ces efforts ont porté leurs fruits. Dans les 30 dernières années, on a fait des progrès importants en raisonnement automatique et on dispose maintenant d'outils généraux qu'on appelle des solvers qui sont capables de générer des plans dans des domaines d'application extrêmement complexes. Donc les méthodes d'apprentissage artificiel existent depuis très longtemps, mais elles ont pris une place très importante il y a une vingtaine d'années. Cette explosion est essentiellement due à deux facteurs: la découverte de nouveaux algorithmes efficaces et la disponibilité en masse des données, donc on parle de big data. C'est confirmé en 2007 avec l'essor des réseaux profonds, deep learning en anglais, qui permettent d'avoir des résultats très performants avec des données que l'on était incapable de traiter auparavant, comme par exemple les images, les vidéos ou les textes complexes. Aujourd'hui, les méthodes d'apprentissage artificiel, et plus particulièrement les réseaux profonds, sont capables de résoudre des problèmes extrêmement complexes. Par exemple, un algorithme qui a appris tout seul à jouer au Go a été capable de battre le champion du monde de la discipline. On peut utiliser des réseaux de neurones pour détecter des tumeurs sur une radio, pour traduire un texte, pour détecter un piéton. Ces approches sont aujourd'hui au cœur, par exemple, des voitures autonomes, et leur excellente performance pour résoudre de nombreux problèmes font qu'elles sont de plus en plus utilisées sur des tâches critiques qui peuvent avoir un impact sur les vies humaines. Dans mon domaine, c'est l'aspect acquisition des connaissances qui a pris de l'importance, cet aspect amont de la représentation. Et avec le succès des méthodes d'apprentissage dont Mathieu vient de parler, il s'agit de les combiner avec la représentation et avec le raisonnement. Par exemple, si on a une grande collection de vidéos qui montrent des robots ou des humains qui lèvent un verre, il s'agit d'apprendre le comportement de l'action générique « lever un verre », c'est-à-dire créer un type d'action que le robot peut ensuite appliquer dans une situation quelconque. Alors, un des sujets importants de l'équipe et plus généralement du département IA, c'est l'aspect social de l'intelligence. La capacité d'un agent d'interagir avec d'autres agents, de se mettre à leur place et de comprendre les buts et les croyances de notre agent, qui peuvent être erronées, les croyances. Et on sait que cette capacité est absolument fondamentale dans toute interaction entre humains et plus généralement chez les primates.
Et contrairement à ce que pourraient suggérer les images à la télé, qu'on montre au grand public, les petits robots humanoïdes mignons qu'on voit actuellement, ils sont très loin d'avoir ces capacités-là. Et avec plusieurs collègues du département, on travaille en particulier sur les méthodes de planification épistémique. Comment générer un plan qui inclut les connaissances et les buts des autres agents. Par exemple, les connaissances du robot sur les croyances et buts de l'humain qu'il est censé aider doivent influer la manière dont le robot doit générer son plan. Les actions du robot doivent être très différentes s'il sait que l'humain croit que l'eau n'est pas propre ou si l'humain ne se rend pas compte qu'il a besoin de boire. De mon côté, je travaille à garantir certaines propriétés des réseaux profonds, ce qui est indispensable si on décide de les utiliser dans des tâches critiques. Par exemple, personne n'a envie de rentrer dans une voiture autonome s'il n'y a absolument aucune garantie sur la façon dont elle va fonctionner. Donc la première garantie qu'on veut, c'est que les prédictions soient fiables, mais aussi qu'il soit difficile de tromper le modèle intentionnellement. Comme ces algorithmes ont un impact sur la société, il faut aussi s'assurer qu'ils ne sont pas biaisés et qu'ils vont traiter les gens équitablement. Si on décide de faire un algorithme qui aide à des choix d'orientation par rapport à des résultats scolaires, on va d'abord devoir récupérer des données sur ce thème. Or, on sait qu'à résultat scolaire identique, l'orientation est biaisée par le genre. Donc si on laisse l'algorithme travailler avec les données telles quelles, le modèle va reproduire ces biais alors qu'on voudrait évidemment l'éviter. Un des autres aspects sur lesquels je travaille, c'est d'être capable d'expliquer les décisions d'un réseau profond. Comme je le disais au début, un réseau a couramment plusieurs millions de paramètres et contrairement aux approches symboliques comme celles qu'utilise Andreas, il est impossible de comprendre comment il prend ses décisions, donc il va falloir développer des algorithmes spécifiques pour ce problème. Alors la situation actuelle, c'est qu'on dispose d'un côté des modèles de raisonnement symbolique qui sont très précis, puissants, compréhensibles, mais qui sont difficiles à appliquer à des problèmes réels. Et de l'autre côté, l'apprentissage artificiel, il permet de résoudre des problèmes réels très difficiles, mais le raisonnement qu'il y a derrière est difficile à interpréter. Donc maintenant, le but, ça va être de combiner ces méthodes d'apprentissage artificiel et les méthodes de raisonnement symbolique. Une des difficultés, c'est que les méthodes d'apprentissage artificiel ne produisent pas d'informations logiques. Le sujet de l'IA hybride est justement de combiner ces deux approches pour avoir des méthodes qui sont à la fois efficaces et explicables. C'est le but des recherches menées au sein du département IA et du projet Anity.